Chers supporters des Suns, bienvenue dans cette 11e émission de Sunrise pour débriefer un petit peu la quinzaine qui vient de se passer. Une bonne quinzaine, ça fait plaisir. Avec moi, Pierre et Thierry. Comment allez-vous, messieurs? Bah écoute, ça va très bien, Quentin. Très content de faire un Sunrise, mon premier de la saison, personnellement. Donc, très content. Thierry, la forme. Toujours. Thierry qui a gagné un petit match de foot, donc je pense que ça devrait aller. Ouais, c'est très bien. Et puis on sort d'une quinzaine un petit peu plus réjouissante que les précédentes, donc c'est toujours très agréable de pouvoir débriefer avec un peu plus de positivité. C'est vrai que ça fait du bien au moral, on va pas se mentir. Comme d'habitude, le programme a un petit peu changé cette semaine, mais vous avez évidemment les cactus pour nos résultats, le classement et quelques petites news. Ensuite, nos tops, nos flops, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Ensuite, on a une nouvelle section pour vous, le grand débat. Cette semaine, ce sera faut-il virer Mike Budenholzer à la fin de la saison? Alors, on ne prend pas de pincettes chez Sunrise et chez Rad Suns. Et on terminera évidemment avec nos predictions, avec un calendrier bien chargé qui va arriver lors de la prochaine quinzaine. Sans plus entendre, messieurs, c'est parti pour la première section, c'est l'heure des cactus. Alors, les résultats sont bons, ça fait plaisir. 5 victoires sur les 8 derniers matchs, donc très intéressant. On a commencé du coup cette quinzaine avec 3 déplacements. On a fait du coup en live ensemble la victoire face aux Mavs qui était bien décimée. On a enchaîné 2 défaites, une face aux Grizzlies 120-118, une aux Rockets 111-104, dans des matchs quand même assez serrés qu'on aurait peut-être pu prendre. Ensuite, une bonne victoire à domicile face à nos amis des Kings 122-106, une défaite très sale, peut-être la plus sale de la quinzaine, voire de la saison presque, 107-96 chez les Lakers. Et on vient de terminer cette quinzaine sur 3 victoires à domicile. Les Raptors avec notre plus gros succès, plus 40. Les Bulls, 127-121. Et enfin, une très belle performance face aux Cavaliers. Peut-être le match référence de cette saison, 123-113. Donc ça nous fait un bilan général de 34-37. Toi Thierry, quand tu vois cette quinzaine et que tu vois ces résultats, est-ce qu'il y a des matchs qui t'attirent un petit peu l'attention? Bah écoute, si on met de côté le match face aux Lakers où effectivement il n'y avait pas grand-chose à redire et même le score je le trouve flatteur, moi je trouve qu'on a évolué dans le bon sens. On n'a pas été, on n'est pas passé à côté des autres matchs et on gagne 4 sur 5, voilà, hyper intéressant, avec notamment, je pense, des rotations qui ont été dessinées un peu contraintes avec des absents, mais des rotations qui semblent avoir séduit un petit peu la fanbase. Et je retiendrai surtout qu'on se met à défendre. Pour la première fois de la saison, on a été capable de hausser le ton et notamment les Cavaliers, hein, où eux sont quasiment au complet, en tout cas sur les joueurs majeurs, et où au rebond on est capable de les regarder dans les yeux, et on a été capable de défendre parce qu'ils mettent 113 points, mais parce que sur le dernier carton il faut un gros carton, sinon ils étaient bien à la ramasse. Donc écoute, moi je suis plutôt satisfait et ça nous permet d'avoir un peu d'espoir pour les semaines qui viennent. C'est sûr qu'au-delà du bilan positif de cette quinzaine, toi Pierre, on a quand même, je pense, ressenti tous un changement en termes de peut-être d'état d'esprit et de fonctionnement durant cette quinzaine. Et bah, si la fessée aux Lakers nous avait pas un peu remis dans le droit chemin, peut-être que ça nous a fait du bien, je trouve, sur les 4 derniers matchs. Les Lakers, donc grosse fessée ou un match atroce. Et après, une nouvelle dynamique, des rotations forcées, un peu ce qu'il a dit, mais j'ai l'impression que Bud a trouvé des rotations qui lui plaisent un peu plus, avec des joueurs qui sortent un peu du chapeau, comme Gillespie, des choses comme ça. Donc, honnêtement, une quinzaine avec beaucoup d'espoir. C'est dommage, c'est peut-être un peu tard dans la saison, mais en tout cas, c'est vrai que on l'a fini avec le sourire et ça nous est pas arrivé énormément cette saison. Ah, c'est vrai, je vous rejoins là-dessus. Ça fait un bon moment depuis le début de la saison qu'on n'a pas pris autant de plaisir à voir nos Suns jouer. Au-delà des résultats, c'est juste aussi un plaisir de les voir jouer ensemble. On retrouve un semblant de collectif. On va rappeler que Bill est toujours absent. Coïncidence, je ne crois pas. Mais ça, c'est juste pour moi. Mais en tout ça, du coup, toute cette série de victoires et quelques défaites au passage nous amène donc sur ce bilan de 34-37. Voilà, seul vrai point noir, c'est la défaite aux Lakers, qui était clairement une défaite dans l'abus, dans l'abus total. On finit à 9 sur 42 à 3 points, je crois. Enfin, c'est une défaite Prime scandale. time. Et en Prime prime time aux time. États-Unis. Hein. Voilà, donc Ouais. comment bien se ridiculiser devant 350 millions d'Américains plus le reste du monde. Voilà, ça c'est marque de fabrique de nos Suns. Mais n'empêche que, au classement, messieurs, ça a quand même évolué pas mal pour nous, puisqu'on a du coup réussi à passer à la 10e place. Donc on est quand même un bilan ex-aequo avec les Mavs. Mais du coup, on a l'avantage puisqu'on les a battus 2 fois cette saison.
Nous sommes 10e à un match et demi des Kings qui sont 9e. Et ensuite, c'est beaucoup plus haut, hein, les Wolves, les Clippers, etc. Ça sera plus compliqué. Donc, toi, Pierre, quand tu vois ce classement, on est 10e, on est en notre place. Est-ce que tu penses qu'on peut peut-être aller gratter les Kings? Alors, la dynamique me donne envie de gratter les Kings. On verra en fin d'émission que le calendrier me dit d'être plus, de ne pas m'enflammer trop vite. Mais en tout cas, c'est sûr que si on voit les dynamiques où tu bats les Cavs, des grosses équipes, tu te dis pourquoi pas. Les Kings, on va dire qu'ils sont dans une dynamique un peu plan-plan. Ça gagne, ça perd, ça gagne, ça perd. Si toi, tu es vraiment dans une dynamique positive avec du 7-3 sur 10 matchs, bah oui, tu peux. Voilà, tu peux. Est-ce qu'on va le faire? Ça, c'est encore autre chose. Bon, ça va être plus Clairement. compliqué. Toi, Thierry, du coup, bon, c'est sûr, 10e place, on a notre place. Est-ce que tu n'as pas aussi un peu la sensation que cette place, on l'a parce que les Mavs vont nous l'offrir, si tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est sûr que si les Mavs n'avaient pas été frappés d'autant de blessures, puisqu'on rappelle qu'ils ont failli déclarer forfait hein, sur un match, ce qui aurait été une première en NBA. Effectivement, je pense que ça aurait été certainement beaucoup plus compliqué. Maintenant, c'est le jeu. Nous, on a aussi eu nos lots de faits qui nous ont fait dégringoler dans des classements dans le passé. Donc, effectivement, cette 10e place, on l'a. Je pense qu'on peut vraiment la tenir. Maintenant, aller chercher la 9e, j'ai du mal, notamment les 9 prochains matchs face à quasiment ce qui se fait de mieux en NBA. Ça me semble assez compliqué. Mais maintenant, cette nouvelle dynamique, effectivement, elle entretient un certain espoir. Faut pas oublier que les équipes adverses vont s'ajuster aussi, hein, ils sont pas bêtes. Donc, écoute, moi déjà, si on arrive à conserver la 10e, ça sera une maigre consolation, mais on prend. C'est sûr, on prend. Si on peut avoir ne serait-ce qu'un match en jeu pour la fin de saison, quitte à ne pas avoir de playoff, c'est un match qu'on devrait aller chercher. Et a priori, je ne pense pas qu'on ira ailleurs que chez les Kings. A priori, c'est tout droit, c'est tout droit. Voilà un petit peu pour le classement, messieurs, de cette quinzaine. Donc les résultats, où est-ce qu'on se situe? On va quand même passer rapidement à la séquence suivante. C'est les tip-top flip-flops, ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé. Alors messieurs, là-dessus, c'est quand même très intéressant. On a sélectionné pas mal de tops pour commencer. Ça fait plaisir d'avoir des bonnes choses à dire un petit peu sur cette équipe des Sens. On va commencer donc tout de suite par nos tops. Alors on en a 4, mais on va pouvoir regrouper en 2 parties. On a les rookies quand même d'un côté et les jeunes joueurs et la petite arrivée de Cody Martin. Je vais te lancer Pierre tout de suite sur Cody Martin. Voilà, alors, j'ai mis Cody Martin, le Okogi bis. Voilà, il a fait quelques minutes avec nos Suns, c'est quand même encourageant. Voilà, dans l'impact quoi. C'est quand même un joueur intéressant dans une rotation. Ah clairement, on l'a vu tout de suite, nous, dans le live, face aux Lakers. Alors bon, match de merde, mais son entrée, on s'est dit: «Ah tiens, un joueur à impact, qui peut vraiment nous faire du bien et qui apporte un peu ce qui nous manquait, du hustle, de l'envie». On le voyait, il se battait au rebond. Donc non, non, ça fait du bien, sur le dernier match, face aux Cavs, il joue, plus de 20 minutes, il prend 6 rebonds, je crois, un truc comme ça. Donc clairement, on voit que c'est un joueur qui fait du bien à l'effectif, fait du bien à cet effectif qui était un peu un effectif de mollasson. Non, non, c'est pour moi vraiment que du positif. C'est pas le joueur, qui va te changer totalement ton effectif, mais c'est le joueur qui va apporter l'énergie, dont tu peux avoir besoin. Ouais, une énergie importante quand il va se battre au rebond, etc. Peut-être le seul point négatif, c'est son pourcentage à 3 points qui est quand même bien cradingue. C'est pour ça un petit peu que j'ai mis au coup d'Ibis. Toi, Thierry, satisfait quand même de cette arrivée au final. Ouais, satisfait, c'est un joueur assez complet. C'est un vrai poste 3, parce que pour le coup, on a très peu, puisque mis à part Ryan Dunn, on a souvent comblé par des arrières, hein, que ce soit Allen, voire Booker, ou à l'époque Okogie. Donc c'est un vrai poste 3. Moi, j'aime beaucoup, parce que ça défend, parce que ça a de bonnes mains, ça fait regarder, il fait pas mal de passes décisives quand même, donc il a un peu effectivement des problèmes dans la finition, mais ça, à la limite, c'est pas forcément pénalisant parce qu'on a quand même du talent et on n'a pas forcément, c'est pas forcément, ça serait quoi, une cinquième, une sixième option dans notre effectif et encore. Donc ça, c'est pas un problème. Non, c'est intéressant. C'est un joueur en plus qui est en fin de contrat. Enfin, il y a une team option assez chère. Je pense qu'elle ne sera pas levée. En tout cas, si plus tard il figure dans notre effectif, ça sera pas via cette team option. Donc il a tout intérêt lui pour pas être oublié, et pour pas être une pièce rapportée sur les training camps, à faire une bonne fin de saison. Non, non, ça fait plaisir parce qu'en plus, on avait besoin d'un peu de sang frais dans cet effectif et il nous en apporte. Et voilà, coïncidence, on a des bons résultats dès qu'il a du temps de jeu. Donc à confirmer, de toute façon, il lui reste 3-4 semaines pour se montrer.
Tu parles de fraîcheur, tu parles un petit peu de se montrer. Il y en a un aussi qui s'est bien montré, c'est Monsieur Osso Ighodaro, qui a joué d'ailleurs 44 minutes sur 48 face aux Cavs. Bon, du fait de la blessure de Richards et Plumlee, c'était notre seul pivot disponible, mais clairement qui rend des fiers services, je trouve, puisqu'il a un réel impact. Alors, il a encore des petites carences de rookie, on va pas se mentir, des petites erreurs de naïveté, mais dans l'impact et dans l'envie et l'engagement, c'est quand même assez impactant. Toi, Thierry, notamment sur le match face aux Cavs, t'en as pensé quoi du bon vieux Osso qui est pas si vieux que ça? Non, ce qui me surprend, c'est sa régularité. Euh, Aujourd'hui, sur des gros temps de jeu, il est capable d'être assez régulier. Donc ça, c'est précieux. Il y a de la maturité. Il avait besoin peut-être un moment aussi de goûter au banc. Parce que effectivement, les rookies, ils amènent beaucoup de fraîcheur. Le problème, c'est quand on enchaîne dans les matchs, au bout d'un moment, cette fraîcheur, ils la perdent. Donc là, non, c'est assez intéressant. Ça défend bien. C'est dynamique. Il a de bonnes mains. En attaque, il est capable de délivrer des passes dans les bons tempos. Alors effectivement, c'est assez frustre en attaque, mais on voit qu'il a un espèce de petit hook, un petit geste, là, un petit jeté entre le hook et le shoot à la tête de Booker, qui commence à rentrer. Il est assez adroit au lancer franc. Donc non, moi c'est un joueur précieux et je pense que c'est un joueur sur lequel, alors je vais pas dire qu'il faut construire autour de lui, par contre il faut qu'il fasse partie de cette construction parce que c'est un second, c'est seulement un second tour et très certainement un joueur que si nous ne l'avions pas drafté serait peut-être passé au travers de pas mal d'équipes. Donc non, c'est là aussi c'est une autre fraîcheur. On n'en attendait rien et honnêtement c'est top. Oui, c'est vrai que dans ce projet un petit peu à moyen terme, puisqu'on va oublier cette année, mais d'être assez performant, on est d'accord, Pierre, c'est un joueur qui sera très important dans une rotation sans forcément être un titulaire indiscutable. Ouais, on en a beaucoup parlé cette année, le poste de pivot, au Suns, ça a été, très compliqué, on va pas se mentir et on a beaucoup dit: «Ah, on aimerait bien voir Osso un peu plus, pourquoi pas?» Il avait fait un début de saison qui nous semblait pas mal. Après, on l'a plus trop vu. Là, force est de constater qu'avec les blessures, il a eu un rôle plus important et il a répondu. Je veux dire, un match contre les Cavs, 44 minutes, quand tu es face à des Jarrett Allen, des Mobley dans la raquette, il fait 44 minutes, il prend pas beaucoup de fautes. Moi, c'est aussi ça que je regarde. Les rookies ont tendance à faire beaucoup de fautes, à se faire beaucoup siffler. Là, il se fait pas beaucoup siffler, donc c'est qu'il reste stable et que physiquement aussi, il perd pas en lucidité. Donc, why not, hein? Il est grand, il est un peu fin pour l'instant, il faudra qu'il se remplime un peu. Mais oui, c'est vrai que c'est un joueur entre guillemets «d'avenir». Un joueur qui est surtout chouchouté et adoré par la fanbase, on va pas se mentir. Et quand on parle de chouchou de la fanbase, on va passer au joueur suivant, mesdames et messieurs. Monsieur Ryan Dunn. Alors là, Monsieur Ryan Dunn. Alors je veux quand même vous sortir ces stats un petit peu de la saison qui ne reflètent pas trop ce qui se passe réellement sur le terrain parce qu'il était mis un petit peu au placard par Monsieur Mike Budenholzer. Et voilà, c'est un peu plus de 6 points, 3 rebonds, quasiment une passe. Là, sur les 5 derniers matchs, il y a un interception et demi, un contre, je crois. Donc, il a joué quand même 63 matchs cette saison. Et je trouve que la stat la plus importante concernant Ryan Dunn, c'est que dès qu'il est associé comme titulaire à Booker et Durant, eh ben, sur 22 matchs, ils sont à 15 victoires et 7 défaites, un bilan plus qu'honorable. Oui. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est la pièce complémentaire de ce duo Booker-Durant, tant qu'on a encore ce duo, je préfère le préciser. Mais il est quand même hyper impactant dans le jeu. Toi, Pierre, est-ce que tu regrettes qu'il n'ait pas joué plus tôt dans cette équipe? Bah, bien sûr, c'était un peu, notre truc que nous on a dit tout le long de la saison. Il avait beaucoup commencé, en début de saison, on était très content de ce qu'il faisait, pour un rookie bien sûr, mais on n'a pas arrêté de dire que pour mettre des points, ça va, on a entre guillemets «les joueurs qu'il faut». Quand tu as Duren, tu as Booker dans une équipe, c'est bon, des points, il va y en avoir. Tu as besoin surtout de mecs qui défendent, qui ramènent de l'énergie, qui vont se mettre le cul par terre en face du meilleur attaquant adverse et voilà, et donc ça, lui, il répond à toutes les questions. Je comprends que c'est un rookie, c'est compliqué de lui donner ce rôle dès le début, très rapidement, en termes de pour le coaching staff, mais force est de constater que c'est un des rares qu'on a dans cet effectif. Donc ouais, hyper content qu'il soit dans le 5 majeur maintenant. On sent surtout qu'il est responsabilisé et que tout est fait pour qu'il prenne confiance en lui, notamment au shoot, parce que si je dis pas de bêtises, je sais plus quel match c'est. Il prend plus de shoot que KD, je crois, sur un match. Il en prend 16. Bon, on sait qu'offensivement, en termes de réussite à 3 points, etc., même, c'est pas dingue. Mais toi, Thierry, Ryan Dunn, on est tous d'accord pour dire qu'il change l'image défensive de notre équipe, quoi. On parle plus du tout d'une même équipe quand il est dans le 5 majeur.
Bah, déjà, je pense que c'est c'est pas exagéré pour dire que c'est notre meilleur défenseur, déjà. Donc forcément, ça a un impact. N'importe quelle franchise NBA, si tu lui enlèves son meilleur défenseur des rotations, ça a tout de suite des difficultés. Lui, retrouve, je pense qu'il a. C'est vrai qu'on a eu du mal à s'expliquer que pendant 15 jours, 3 semaines, là, il squatte le bout du banc. Il a dû se passer un truc. Peut-être qu'il avait plus d'énergie, peut-être qu'il avait des petits bobos. On ne sait pas trop. Ouais, on ne sait pas trop ce qui s'est passé en fait. Donc à voir. Non, non, il change les choses. Il a une énergie qui est absolument folle. Sur les 5 derniers matchs, donc bah, lui joue beaucoup. Du coup, tu en gagnes 4. Il est à un peu plus de 14 points de moyenne sur ces 5 matchs-là. Il met beaucoup plus à 3 points. Je le vois maintenant driver vers le cercle, ce qu'il faisait très peu. Non, non, c'est un joueur. Bah, lui, par contre, on peut dire qu'on peut construire autour de lui parce qu'il a quand même tout, il coche toutes les cases pour être un vrai lieutenant. Non, non, moi, c'est un joueur, je suis fan. Voilà, je suis fan. Je comprends. Je pense qu'il y a des franchises aujourd'hui qui doivent se dire merde. À la draft, on est peut-être passé à côté d'un truc, parce que finalement, ces profils-là, ils sont hyper précieux. Il faut des années pour être un bon défenseur. Lui, il est arrivé, il l'est déjà. Ouais. Donc non, non, non. Et maintenant, il faut qu'il joue, voilà. Et puis, faut vraiment qu'on l'accepte. C'est vrai qu'on a, Pierre avait à juste titre, hein, on n'a pas besoin de. Quand tu as Durant et Booker, tu n'as pas besoin forcément d'avoir des gros scoreurs à côté. Il faut juste avoir des mecs qui soient capables de mettre des pantons Faible à 3 et points. d'accrocher la dizaine de temps en temps. Voilà. Lui en fait partie. Non, non, c'est top. Gros plaisir, Ryan, de le voir revenir. T'as raison, c'est un vrai plaisir. Et pour une fois que la draft nous sourit, on va pas cracher dessus. On va pas se mentir, les gars. Dernier petit point rapide sur notre dernier top. Monsieur Colin Gillespie, petit joueur en two-way contract, qu'on a récupéré du côté de Denver, qui était rookie là-bas. Très intéressant. Ça fait 2 matchs d'affilée qu'il est donc titulaire. On a un vrai meneur, un peu plus défenseur que Tyus Jones, qui lui a glissé comme 6e homme. Autant se dire que là où c'est compliqué, c'est que en tant que two-way contract, déjà, il ne pourra pas jouer le play-in ni les playoffs s'il y a playoffs. Donc, c'est plutôt un joueur sur lequel, potentiellement, ça pourrait être aussi un bon joueur de rotation à re-signer, pourquoi pas, pour les années futures. Toi, Pierre, ce petit joueur qui met quelques petites bourbinettes à 3 points quand même, t'en penses quoi? Bah, c'est une bonne surprise. C'est clairement pas le joueur qui va te révolutionner ton effectif. Quand il a commencé à beaucoup jouer, on se posait tous la question: «Ah tiens, il le fait jouer lui, pourquoi il le fait rentrer autant?» Et c'est quelqu'un d'assez fiable, en fait, dans ce qu'il fait. Il révolutionne pas le jeu, mais il est assez fiable. Il peut rentrer ses tirs, il peut mettre des points, il va défendre un peu sur les postes de guard, donc ça, c'est pas mal aussi. Donc honnêtement, c'est une bonne surprise de two-way. Voilà, c'est des two-way utiles et ça, c'est rare d'avoir des two-way vraiment utiles, donc c'est aussi bien de le souligner. Mais voilà, comme tu dis, après, c'est vrai que, tu l'auras pas en post-season, s'il y a post-season. C'est un peu dommage, mais peut-être que tu as créé une relation avec ce joueur qui ira jusqu'à l'année prochaine. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je recherche ses stats, mais il me semble que si je dis pas de bêtises, je crois que sur les 3 derniers matchs, il a 13 passes décisives pour une seule perte de balle. Il y a une stat qui est sortie comme ça que j'avais vu qui était plutôt propre. C'est pas exactement ça, mais Ouais, c'est quasiment. ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, Je c'est suis ça. dessus, c'est ça. Joueur propre en fait, c'est tout ça quoi. Puis bon, on va pas se mentir, c'est toujours un plus d'avoir un mec qui sort du banc et qui peut apporter un petit peu cet équilibre dans ce 5 majeur. On est d'accord de toute façon. Hein, Thierry, tu t'es un petit peu sur ce même avis, on va dire. Moi, j'aime. Ouais, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ces joueurs qui sont propres, qui ont quand même du QI, qui ont pas il n'a pas des grosses qualités athlétiques, mais il les compense aisément par sa compréhension du jeu. Défensivement, il s'échappe pas. Après, effectivement, en fonction des profils que tu as en face, il sera forcément limité. Après, voilà, je me dis, il y a toujours il y a toujours des valeurs sûres, et la valeur sûre, c'est d'aller chercher des joueurs qui sont passés par Villanova, parce que ça reste toujours des joueurs à fort QI, avec gros vécu, parce qu'en général, ils font 4 saisons pleines NCAA, ils jouent toujours les premiers rôles, et ils sont en progression. Non, non, c'est un vraiment bon petit joueur. Ça, c'est. Oui, effectivement, il faut se poser la question. Il révolutionnera pas, mais par contre, à l'avoir en troisième meneur de 2-3, qui vient prendre des minutes et qui vient faire souffler, moi, je le trouve intéressant. Et si jamais on ne peut pas ou on ne le garde pas,
Je pense qu'en Europe, c'est un profil qui fera forcément. Parce que lui, hein, pour le coup, si tu le mets en Europe, tu l'envoies en Euroleague, c'est un vrai meneur pour ça. Donc à voir, de toute façon. Il n'y a rien à perdre non plus, ce type de joueur-là. Ça joue à 2000. Chaque match, ça peut être son dernier. Donc intéressant. Et puis écoute, on verra au coffre ce qui nous reste cet été. Et... Alors, on ne sera peut-être pas les seuls à le vouloir parce qu'une franchise en reconstruction complète, ça peut être un meneur à aller chercher qui coûte pas cher et qui va t'apporter de la valeur sûre. À voir. En effet, à voir. Messieurs, on va basculer gentiment vers nos flops. Deux gros flops. Le premier, notre tonton Budenholzer, qui on peut gentiment mettre sous la responsabilité cette défaite crade chez les Lakers. Pas que, mais en partie. Tonton Bud, on en reparlera un petit peu plus dans la section après, comme je vous le disais. Mais c'est quand même un flop parce qu'on a senti que sur ces derniers matchs, il a réussi à mettre des choses en place, mais moi, c'est vraiment pour la défaite aux Lakers où, quand tu fais 9 sur 41, à un moment donné, je sais pas, propose quelque chose. Mais ça, c'est juste mon avis. On va basculer gentiment sur notre vrai flop du jour, monsieur Bradley Beal, qui est encore à l'infirmerie. Est-ce un flop? Est-ce un top, vu qu'on joue mieux? Je ne sais pas. Mais toi, Pierre, Bradley Beal, on n'a pas un petit peu marre de toujours le voir cirer le banc, là. En plus, avec la déclaration qu'il a fait, à un moment donné, on en a un peu ras le cul. C'est ce que j'allais te dire, il fallait peut-être le mettre dans les tops parce que il a eu la bonne idée de se faire mal et de plus jouer. C'est Bill, c'est notre boulet financier et dans le jeu. Alors dans le jeu, parfois il a des bons passages, mais en fait il sert pas le collectif et il sert pas vraiment l'équipe. Donc c'est embêtant. Là, il joue pas. Écoute, ça nous permet de voir d'autres mondes. Ça fait un peu de bien. On le voit pas. Voilà. Moi, je suis plutôt content. C'est plus un top pour moi. Moi aussi, je suis plutôt content de ne pas le voir. Mais moi, ce que je trouve flop, et je pense que Thierry, tu vas rebondir dessus, c'est quand même cette déclaration qu'il a faite où il crache la gueule de la franchise, quoi, on va pas se mentir. Toi, ça t'a rendu fou, non, Thierry? Moi, je suis l'avocat des Suns. Je suis avocat, je suis le propriétaire des Suns. Je réunis mes avocats et je vois si on peut pas le licencier pour faute grave. Parce qu'il manque de respect. Il manque de respect à beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il manque de respect à ses coéquipiers. J'ai du mal à comprendre ce réjouissement par rapport à son no trade clause en disant tout va bien, hein, j'ai ma no trade clause. Il manque de respect à tous les fans. Voilà, c'est aux employés, à tout le monde, parce que effectivement, il a un gros contrat, donc ça, c'est Washington qui lui a donné, et nous, on a été assez naïfs pour le récupérer, mais ça, on peut pas revenir dessus. On aurait été à sa place, on l'aurait pris ce contrat. Ce qui m'a aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas de la lucidité à se dire, effectivement, aujourd'hui, il y a un écart entre ce que je produis et ce que je gagne. Clairement, moi, j'en veux plus. Je pense, et j'en ai parlé avant. Je pense que je ferai. Houston avait eu un courage exceptionnel en prenant John Wall et l'envoyer en tribune et en lui disant, écoute, si un jour on peut te trader, on te trade, mais tu dégages. Moi, je pense qu'il faut faire ça avec lui. Pourquoi on s'emmerderait à faire jouer un mec? Alors certes, il a du talent, il nous apporte des points, il est capable, mais on se rend compte que c'est plus fluide parce que c'est un joueur qui ne sait pas jouer sans ballon. Il faut qu'il ait le ballon. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça puisqu'on a déjà 2 joueurs qui monopolisent beaucoup la balle. Donc écoute, moi, Bradley Beal, entre tes performances décevantes, ton physique qui te lâche, tes déclarations qui sont à chier, et quand t'es pas là, on gagne. Je pense qu'on a tout dit. Et moi, si on pouvait, s'il pouvait simuler des blessures jusqu'à la fin de la saison, ça m'arrangerait. Bradley Beal en tribune. Non, on est tous d'accord là-dessus. On le voit bien, c'est flagrant. Il n'est pas là depuis 4 ou 5 matchs. On gagne à tout va. Il y a du mouvement de balle. C'est vachement plus sympa. Des jeunes qui se découvrent. Des jeunes qui ont aussi peut-être un peu plus l'amour du maillot. On va pas se mentir. Donc, non, Bradley Beal, gros flop dans son comportement. Mais gros top pour le fonctionnement de l'équipe. On va pas se mentir. Mais si on va passer sur la section suivante, on va parler un petit peu de notre ami Mike Budenholzer. C'est l'heure du grand débat. La grosse question. Est-ce que Mike Budenholzer doit se faire virer par les Suns cet été? Alors, avant de parler un petit peu de ce débat, on va quand même s'intéresser un petit peu à son historique, à monsieur Mike, puisqu'il a fait 2 quinquennats avant de venir chez les Suns, un chez les Hawks et un chez les Bucks. Donc, quand on s'intéresse un petit peu à comment ont été construits ces quinquennats et jusqu'où il a été, on se rend compte que chez les Hawks, il récupère une équipe plus qu'average. Ils sont en premier bilan à 38-44. Ils font un premier tour, ils sont sortis par les Pacers en 7 matchs en plus. Et l'année d'après, boum, 60-22, ça finit en finale de conf, ça se fait sortir par LeBron James comme
beaucoup de monde à cette époque. Mais voilà, et on sent qu'il y a déjà une petite construction. Du côté des Bucks, c'était un peu différent. Il a récupéré déjà une équipe performante, mais on sent qu'il leur a fait passer un cap, puisqu'ils ont été champions face à nous. Désolé de voir Raymond Mérès se souvenir, messieurs, mais on est obligé de passer par là. Voilà, deux constructions différentes. Ce qu'on constate, c'est que sur ces 10 années à la tête d'une franchise, il n'y a qu'une seule fois où il a raté les playoffs. Donc, quand on voit cette historique, Pierre, toi, tu te dis qu'une année, en fait, c'est peut-être pas suffisant pour voir ce qu'il est capable de faire, ou justement, tu te dis, en fait, ça marchera pas. Non, moi je suis de la team qui a envie d'un peu de stabilité, même si cette saison est très décevante, qu'il y a plein de choix qu'on n'a pas compris. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a un temps d'adaptation à avoir, que cette équipe, il y a eu plein de problèmes au-delà même du coaching, et que lui a un peu essayé de faire comme il pouvait, même si bon, on l'a trouvé quand même perdu beaucoup de fois. Donc moi, je le garderai. Au moins une saison de plus, avec un été de plus pour travailler, à voir aussi comment on bouge, peut-être construire un effectif qui lui correspond un peu plus. Donc moi, je suis pour la stabilité, plus on n'arrête pas de changer de coach en ce moment, ça me rend un peu fou. Donc je suis pour que Bud reste, personnellement. C'est voté. Et toi, Thierry, du coup, quand tu vois un petit peu comment il a travaillé par le passé, tu lui fais encore confiance? Ouais, moi j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'il fait parce qu'Atlanta, c'est pas la folie. Il a eu des très bons résultats sans avoir de top joueurs. Faut être clair, hein, parce que si vous vous rappelez, il avait quand même. Alors, il avait de bons joueurs, mais regardez, il avait Paul Millsap, il avait Al Horford, il avait Kyle Korver. Alors, Schroeder était un sixième homme, il y avait le meneur Jeff Teague. C'était des bons joueurs, mais pas non plus. C'était que des lieutenants. Il a eu d'excellents résultats qu'il a eu du mal qui n'a pas passé, mais bon, après, effectivement, en conférence Est, il y a toujours une équipe qui fait un peu la loi. Et quand il arrive à Milwaukee, il arrive derrière Jason Kidd, où c'est pas folichon. Il récupère, il a un Yanis qui l'aide à développer. Et ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas vu jouer Yanis avant cette période-là, Isaiah, c'était un joueur assez frustre, donc très physique, mais qui a développé tout son jeu. Puis il a créé un collectif, on est bien placé pour le savoir, hein. Il a créé un collectif absolument létal. Donc non, moi j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait. Il arrive aussi dans des conditions où, quand il arrive, la maison, elle est déjà meublée, il faut faire avec. Les ajustements, c'est la draft. Et ça, ce qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'il a su drafter, puis il a su développer des jeunes. Ça, c'est quand même quelque chose, sa marque de fabrique. Donc ça, c'est intéressant. Après, il y a le problème de... Je veux bien, moi, Enfin, tu t'en sépares très bien. Mais il a signé 50 millions sur 5 ans. Donc on va faire quoi? On va faire un chèque de 40 millions encore. Monty Williams est parti avec pas mal d'argent. Vogel est parti avec beaucoup d'argent. Donc ça coûte aussi à la franchise. Maintenant, moi, je suis pour le laisser. Je te le dis direct. Je partage l'avis de Pierre, il faut de la stabilité. Par contre, c'est pas à n'importe quel prix, dans le sens où, si on doit lui remettre le même effectif, c'est quand même assez couru d'avance que ça sera compliqué. Donc, il va falloir faire un choix. C'est plus facile de faire sauter un coach que beaucoup de joueurs, d'autant que nous, la main sur les joueurs, c'est qu'il faut trouver en face des franchises qui veuillent bien les accepter. On parle notamment de Bradley Beal. Kevin Durant, peut-être que ça sera beaucoup plus simple de le bouger, mais on verra contre quoi. Non. Moi, je suis pour qu'il reste parce qu'il a fait ses preuves, il faut lui laisser du temps. Il est resté à chaque fois 5 ans dans les franchises. Aujourd'hui, ça me semble utopique de prendre une équipe en difficulté et en un an de pouvoir changer. On voit que même les meilleurs entraîneurs en NBA ont toujours mis 2, des fois 3 ans pour faire d'une franchise en difficulté, une franchise, un contender au titre. Donc non, je prends de la patience. Oui, bon, on l'a même vu chez les Nuggets avec Mike Malone, hein, c'est un petit peu le même principe. Hein, Ah oui, qui a failli partir, qui a failli se faire dégager dès le début, hein, Mike Malone. Hein, ils ont été, ouais, ça a été compliqué, et eux, ils ont fait confiance, ils ont gardé un cap. Ça, c'est intéressant. Et au final, ils ont eu la bague. On va quand même parler un petit peu de cette année plus précisément, concernant Mike. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a des choix qu'il a fait sur le terrain qui peuvent être un petit peu contestables. Il n'a pas fait que des bons choix. Mais on va quand même aussi un petit peu parler de toutes les circonstances atténuantes qu'il a pu avoir, notamment les blessures. En termes d'effectifs, comme vous le voyez,
nos joueurs cadres ont quand même manqué pas mal de matchs. Alors, en termes de quantité, vous allez me dire, c'est pas énorme. Booker en a raté 6, KD 13, Bradley Beal 23. Nurkic, quand il jouait là, on avait raté 8. Grayson Allen 18, alors que c'est une pièce essentielle, notamment dans le système de Mike. Ryan Dunn 8 et Royce O'Neal 6. Donc, en termes de quantité, c'est pas énorme, mais en fait, ce qu'il faut prendre surtout en compte, c'est que ces joueurs-là, ils ont toujours eu une blessure à droite à gauche. On n'a jamais eu un effectif totalement au complet. Il y a toujours eu un joueur absent, un joueur majeur absent, un joueur de rotation absent. Donc, il a toujours été en train de bricoler, notamment à cause de ses blessures. Donc, c'est constamment en train de s'adapter. Ce qui nous amène sur une deuxième stat, messieurs, et je vous laisse rebondir là-dessus. Le nombre de 5 majeurs différents qu'on a eu cette saison. Écoutez bien, on a eu 5 majeurs différents cette saison sur 71 matchs. Ce qui veut dire que un match sur 2 quasiment, nous n'avons pas le même 5 majeurs. Toi, Pierre, qui prenais la stabilité quand tu vois cette stat. Non, mais pardon, je n'ai pas regardé les autres équipes de la Ligue, mais tu vois, tu es d'accord avec moi. Comment tu veux avancer et construire quelque chose avec 35 majeurs différents sur une saison? Ah, clairement, quand tu as sorti la stat là et le visuel, j'ai dit ah ouais, d'accord, je ne m'en rendais pas forcément compte. Mais on s'en est bien rendu compte qu'il a tâtonné quand même un paquet de fois cette saison. On disait des Plumlee, des pas des Plumlee, des Nick Richards. Alors, il y a eu des nouveaux joueurs aussi, donc forcément, ça a fait gonfler cette stat. Mais bien sûr, il a tâtonné sur ces 5 majeurs. Il n'a pas eu tous ses joueurs dispo. Honnêtement, c'est le lot aussi des entraîneurs hein, d'avoir ces blessures. Moi, je ne l'excuserai pas forcément sur les blessures. Pour moi, c'est une circonstance classique d'une saison NBA pour toutes les franchises. Elles ont toujours des blessures à un moment dans la saison où c'est très rare de ne pas en avoir. Donc, moi, pas trop là-dessus. Mais par contre, c'est vrai qu'il a tâtonné sur son 5 majeur, même au-delà des blessures. Il a eu du mal à trouver la bonne formule et on espère que la bonne formule, c'est celle qu'il a trouvée en cette fin de saison. Voilà. Oui, ça c'est sûr. Après, ce que je trouve un petit peu, entre guillemets, alarmant sur ces 5 majeurs, c'est que sur 35 majeurs différents, quasiment la moitié, 13, n'ont jamais gagné un match. Ça veut dire que la moitié de ces tentatives sont des échecs, c'est total. C'est-à-dire que tu n'as aucune victoire avec quasiment la moitié de ces 5 majeurs. Donc, je te pose la question, Thierry. Oui, on sent qu'il tâtonne. Oui, on sent c'est ça qui est intéressant chez lui, c'est qu'il n'hésite pas à faire des choix, à changer les choses. Est-ce que peut-être il ne fait pas trop de changements et qu'il faudrait un petit peu parfois jouer la carte de la stabilité? Bah, il y a quand même pas mal de joueurs absents, donc enfin, des absences. Tu sais, aujourd'hui, un joueur, il va rater entre 5 et 10 matchs aujourd'hui, à peu près. D'autant plus avec les passifs de nos joueurs, hein, voilà. Aujourd'hui, il y a ça qui lui a fait changer, donc bon, ça, c'est ce qui fait que ça augmente ta stat, forcément en start. Je pense qu'après, il y a plusieurs angles sur lesquels il faut regarder ça. Il faut regarder ça, la contrainte de blessure, certes. Après, tu as la gestion, tu as 3 méga contrats. Donc aujourd'hui, je pense qu'il a, à un moment donné, on lui a dit de le faire, il a tenté plusieurs fois de le faire, de les faire cohabiter en changeant les 2 joueurs autour pour voir un petit peu comment faire. Bill Booker sur l'arrière ou un qui décale à l'aile, on a mis un meneur. À l'intérieur pivot, on a vu du Durant qui a joué parfois 4 ou parfois 3, bol en 4 ou parfois carrément pivot. Donc il a fallu tâtonner. Et puis il y a aussi une chose, c'est que dans la gestion des effectifs, de temps en temps, il faut gérer les égos, il faut gérer les temps de jeu. Et de temps en temps, c'est un joueur qui te casse un peu les pieds, le balancer starter et lui montrer que ça ne fit pas, c'est peut-être ça aussi. Il y a plein de choses. Et puis quand tu es dans la difficulté, tu perds de l'objectivité. Et moi, ce qui me fait poser la question aujourd'hui, c'est son staff. Voilà. On ne sait jamais quels sont les rôles des gens du staff, parce qu'ils déjà ils sont nombreux, parce qu'on est tellement focus sur les joueurs, on voit un peu le head coach, mais à un moment donné, il a peut-être des gens aussi qui doivent. Il y a des gens qui discutent avec les joueurs, il y a des gens qui ont des rôles complémentaires au coach. C'est peut-être sur eux qu'il faut se poser la question. Maintenant, si tu arrives sur cette fin de saison à arriver sur une alchimie ou une formule qui marche mieux, des fois, ça prend du temps. Il faut se rappeler aussi qu'ils s'entraînent très peu dans la saison. Donc, les ajustements, ils sont compliqués. Il y en a, regardez le nombre de joueurs qui nous ont rejoints en cours de saison. Parce qu'ils étaient, soit c'est des two-way qui n'ont pas fait vraiment la prépa, soit c'est parce que c'est des mecs qu'on a tradés, etc., etc., des rookies à adapter. C'est quand même pas simple hein, ce qu'il a eu à faire.
Donc nous, on juge, effectivement, on juge à chaud et on juge vraiment à ce qu'on voit. Mais il se passe tellement de choses derrière. Je te rejoins tout à fait. De toute façon, pour moi, je vous donne ma réponse aussi. Moi, évidemment qu'il faut garder Mike Budenholzer. Déjà parce que tu pars du principe, comme tu le disais tout à l'heure, regarde, tu avais menti avec KD et Booker. Ça marche pas. Tu le vires. Tu prends Frank Vogel, KD, Booker et même Bill en fin de saison. Ça marche pas, tu le vires. Tu prends Mike Budenholzer, KD, Bill, Booker. Ça marche pas. Bon, à un moment donné, c'est pas le coach le problème. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je suis désolé, mais le centre névralgique de tout ça, c'est pas le coach. Hein. Après, oui, je suis d'accord avec vous. Il y a des choix qui sont pas forcément bons, mais comme tu dis, tu as la pression. Peut-être aussi qu'à force, tu as peut-être un certain manque de lucidité qui fait que tu fais pas forcément que des bons choix. Et comme tu dis aussi, cette gestion des égos, c'est ça qui manque aujourd'hui dans notre staff, en fait. Un gars qui fait du vrai management. Que Pas fait juste David Fisdale? Que fait David Fisdale? David Fizel, qui est censé être notre entraîneur référent de la défense, si je dis pas de bêtises. En fait, voilà, c'est ça. C'est ça qui nous manque un petit peu sur le côté. C'est ce côté, oui, on a des tacticiens, des mecs qui calculent bien, etc. Enfin, soi-disant. Mais sauf qu'en fait, il n'y en a pas un qui s'adressait à des stars, à des superstars. Donc, ça n'a pas d'impact. Donc, oui, c'est sûr que si tu dégages Bill et KD, peut-être que tu peux repartir avec la même chose parce que tu as peut-être un peu moins d'ego. Mais au final, moi, ce qui me dérange, c'est vraiment cette gestion des égos, ce côté management, plus que tacticien, parce qu'on sait que Bud c'est être dans la tactique et dans le tableau noir, comme on dit chez nous. On vous a posé la question sur X, ou Twitter, pour ceux qui ont oublié que ça s'appelait X maintenant. Mike Budenholzer doit-il être viré à la fin de la saison selon vous? Vous avez quand même répondu oui à 52,2%. Alors c'est très partagé, c'est quasiment 50-50, mais une bonne partie d'entre vous souhaite voir Mike faire ses valises. On serait ravis de savoir pourquoi. Et du coup, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires votre avis concernant tonton Mike. Pourquoi le virer, pourquoi le garder? On serait très intéressé de pouvoir discuter avec vous, d'avoir un avis, puisqu'ici, on est trois à vouloir le conserver, donc on aimerait bien savoir qu'est-ce qui vous ferait dire qu'il faut s'en séparer. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur M. Budenholzer, messieurs? Je crois que la vraie question qu'il faut se poser, c'est garderiez-vous Mike Budenholzer si Kevin Durant vient à partir? Parce que la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'on est quand même... Je vois pas Kevin Durant, surtout si on sort par la petite porte, Kevin Durant dire allez les gars on y croit, on y repart une année de plus. Enfin, j'ai du mal à le voir. Il a commencé, je pense que le fait de ne pas avoir été tradé, enfin d'avoir possiblement été tradé, je pense que ça a égratigné la confiance, ses gestes d'humeur et puis il a parlé de sa nostalgie d'OKC, etc. Moi je me dis que ce mec-là, il va faire le boulot jusqu'à la fin de la saison, mais il va regarder les meilleures opportunités. Il avait dit je veux choisir comment je vais finir. Il est plus près de la fin que du début. Demain, s'il s'en va et si nous, en plus, on arrive, on a peut-être notre intérêt aussi à le trader pour aller remplumer l'équipe. Est-ce que, justement, c'est cette question qu'on va se poser. S'il s'en va, est-ce que vous le gardez? Moi, si KD part, je le garde évidemment. Après, c'est sûr qu'en fait, je me dis, si tu ne bouges pas et que tu gardes le même effectif, tu peux mettre qui tu veux à la place de Bud, le résultat sera le même. En fait, tu as le même effectif. C'est pas un mec en arrivant, un coach qui va te révolutionner, tu vas devenir contender au titre en fait. Pour moi, quoi qu'il arrive, tu le gardes parce que tu gardes cet effectif. Bon, tu vas pas payer un mec encore 40 millions parce que tu le coupes et que tu le vires pour mettre quelqu'un à sa place qui fera pas mieux. Là, et évidemment que si KD et je le souhaite Bill partent, évidemment qu'il faut garder parce que tu gardes une continuité. Je pense notamment aux rookies. Tu vois, d'avoir encore le même coach, ils auront connu qu'un seul coach en NBA, c'est hyper important cette stabilité, comme tu disais Pierre. Donc moi, peu importe les scénarios, je garde Bud. Mais ça m'arrange qu'on le garde avec KD et Bill en moins dans l'effectif. Toi, Pierre, tu as un petit peu du même avis, je pense. Je suis totalement aligné. Dans tous les cas, j'ai envie de garder Bud en fait. Soit parce que de toute façon, ça sert à rien d'avoir un autre mec juste pour payer parce qu'on garde le même effectif. Soit parce qu'on a des nouvelles personnes et Bud peut enfin essayer de construire une équipe à son image plus. Et là, ça me donne envie de voir, quoi. Donc, je suis pour que Bud reste dans tous les cas. Bon, on est à peu près tous d'accord. On va pouvoir clôturer ce débat, messieurs. Et on va passer à notre dernière séquence. C'est l'heure des predictions. Un très très gros calendrier, messieurs. Donc 6 matchs dans cette quinzaine qui arrive. Ça sera mardi matin à 4h du mat, dans la nuit de lundi à mardi.
2 réceptions pour commencer. Alors là, c'est du lourd. On reçoit les Bucks et ensuite on recevra les Celtics. Un déplacement chez les Wolves assez périlleux et ensuite une réception des Rockets. Et on finira cette quinzaine avec 2 énormes déplacements de nouveau chez les Bucks et chez les Celtics. On vous avait pas menti, on a la fin de saison la plus compliquée de la NBA. Alors pour le coup, vous avez des très beaux matchs à regarder. Hein. On ne joue pas les Wizards et les Hornets. Mais toi, Pierre, quand tu vois ce calendrier, premièrement, quel match va t'intéresser réellement à regarder? Et deuxièmement, quel est ton pronostic en termes de victoire? Alors déjà, il va falloir se mouiller la nuque un peu avant de regarder les matchs. Les matchs qui m'intéressent le plus, on va dire que c'est Timberwolves Rockets parce que c'est notre conférence. Timberwolves, c'est potentiellement des adversaires de play-in, de deuxième match de play-in. Voilà, donc pourquoi pas. Après, tous les matchs m'intéressent parce qu'on vient de gagner contre les Cavs. Moi, je me dis pourquoi pas, hein. C'est la fin de saison, c'est la période un peu creuse pour les grosses équipes qui ont un peu leur position figée. Donc potentiellement, pourquoi pas aller prendre pas énormément de matchs, mais un des matchs face aux Bucks, le match contre les Timberwolves et le match des Rockets. Moi, je dirais 3 victoires. Si on fait 3 victoires, je suis plutôt content. 3 Ça sur serait 6. du 50-50. Toi, Ouais. Thierry, t'en penses quoi un petit peu de ce calendrier et sur quoi tu te projettes? Moi, Minnesota. Pour 2 raisons. On est sur une bonne dynamique et je pense que c'est des confrontations qu'on garde en mémoire cette saison entre l'arbitrage plus que douteux sur un match où on était fortement diminué là-bas et qu'on aurait dû gagner et la leçon prise il y a quelques semaines là, à la maison. Je pense que ça va permettre de s'étalonner aussi. C'est une équipe qu'on peut affronter en play-in si tant est qu'on y aille. Donc ça veut dire que je voudrais voir sur cette petite dynamique si on a réellement progressé face à une équipe en face plutôt solide, mais que j'ai du mal à me mettre en dessous quand je lis le papier. Je mets Bill de côté, on le sort de l'équation. Honnêtement, aujourd'hui, ils ont Edwards, ouais. Et après, derrière, c'est pas non plus des cadres NBA, hein, puisqu'ils sont qu'en play. Donc moi, ce match face aux Timberwolves, il m'intéresse. Et j'avoue que j'aimerais qu'on prenne un petit peu de la revanche. Sur ces 6 matchs, moi, je suis assez optimiste. Voilà. Je suis assez optimiste. Je pense qu'on peut. En plus, on a 2 fois des doubles confrontations. Bucks Celtics sur la quinzaine. Moi, je vois bien 4 victoires. J'ai envie de croire en fait, j'ai envie de croire à ce que on les prend à la maison sur une quinzaine positive. Donc c'est peut-être là Pierre l'a dit, il y a eu les Cavs. Voilà, les Cavs, ils avaient beau rester sur quelques matchs en difficulté, ils ont gagné 60 matchs. Donc il fallait le faire. Surtout qu'ils sont très forts sur des points où nous, on est très faibles. J'ai envie de voir, voilà, face aux Bucks, les Bucks qui se sont refait une santé, mais qui jouent sans Lillard. Donc il faut voir. Moi, j'ai envie de croire. Les Celtics, ils sont dans la gestion actuellement. Ils font souffler. Donc, est-ce qu'ils vont se dire qu'ils peuvent se priver d'une de nos stars en sachant que je sais pas s'ils font du back-to-back, il faudra voir. Ouais. Non, non, je veux y croire parce que c'est le moment de toute façon de gagner. Parce qu'un 50-50, un 3 sur 3 nous suffirait peut-être même pas à conserver cette 10e place. Donc non, non, je suis plus sceptique sur la fin parce que se déplacer aux Bucks et se déplacer au Celtic, là, ça va être difficile parce qu'ils sont à la maison, c'est en fin de saison et que c'est des publics assez bruyants. Mais écoute, on va croiser les doigts et qu'ils nous fassent plaisir et qu'on embellisse cette série. On est sur 3 victoires. Si on pouvait aller chercher 4, 5, 6 d'affilée, voilà, ça serait aussi un joli message à envoyer. C'est sûr qu'on n'est pas contre une série, on va pas se mentir. Donc Pierre, tu es sur 3-3, Thierry sur 4-2. Moi, je vais aller sur 3-3 aussi. Je veux qu'on gagne simplement nos matchs à domicile, en fait, tout simplement. Je pense que c'est important. Tu reçois les Bucks, les Celtics et les Rockets. Je pense que c'est largement prenable. Des Rockets qui sont très en dents de scie, je trouve, sur cette deuxième partie de saison, qui sont facilement prenables. On a failli prendre le match la semaine dernière. Se déplacer aux Wolves, pour moi, c'est une pièce en l'air, mais c'est jouable. Par contre, les déplacements chez les Bucks et les Celtics, pour moi, ça va être tendu. Le match qui m'intéresse le plus, c'est paradoxal, mais c'est la réception des Celtics. Parce qu'en fait, même s'ils vont pas jouer à fond, parce qu'on connaît les Celtics et qu'il y aura peut-être pas tous les joueurs margeurs, en termes de style de jeu,
Je trouve que c'est ce qui se rapproche un petit peu de ce qu'on aurait souhaité viser. Sarti à 3 points, avec un ou deux forts créateurs, avec beaucoup de role-players qui sont censés défendre. Voilà, c'est un petit peu l'utopie de notre équipe. Et en fait, j'ai envie de voir comment on va se comporter face à ce qui se fait de mieux quasiment en NBA. Je mets le Thunder de côté pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a dans le ventre. Est-ce que ça va juste être un match d'adresse, ce qui me ferait un petit peu chier. Mais voilà, que ce soit ou du côté Celtics ou du côté Suns, si ça rentre pas, voir un petit peu comment ça réagit, comment on s'adapte, est-ce qu'on va arriver à aller chercher des lancers, ce genre de choses. Est-ce qu'on va réussir parce que les Celtics, oui, en fin de saison, ils font tourner, ils sont un petit peu au ralenti. Par contre, ils sont pas là pour perdre des matchs non plus. C'est-à-dire que si au bout de 3 quarts temps, les Celtics, t'es dans le match, que tu leur rentres un peu dans l'art, le quatrième, ça va être une intensité de play-off, hein, je vous le dis, hein, parce qu'ils sont pas là pour perdre des matchs. Et c'est ça que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir jusqu'où on peut aller, quelle est notre limite face à ce genre d'équipe. Donc moi, j'en attends beaucoup de ce match face aux Celtics, et je serais très déçu qu'on se fasse déjà démonter dès le premier quart-temps, le deuxième quart-temps. Voilà. J'ai envie qu'on tienne un max contre cette équipe et qu'on voit un petit peu de quel bois nous sommes faits. Voilà, donc 3-3 pour moi, 3-3 pour Pierre, 4-2 pour Thierry avec une petite pièce sur les Wolves. Voilà un petit peu pour le calendrier qui s'annonce. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce calendrier, parce que je vous rappelle que le suivant qui aura encore dans 15 jours après, il est voire pire que celui-là, on va pas se mentir. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis sur les tops, les flops, surtout sur le débat de Mike Budenholzer. Est-ce que messieurs, vous avez des choses à rajouter ou on a été plutôt complet? Pour moi, c'est bon. Envie de finir cette saison avec un peu de sourire. Ça ferait du bien. Ouais, tu m'étonnes. Exactement, on aimerait bien avoir un petit peu de beau jeu et prendre du plaisir à voir nos Suns jouer. On vous rappelle nos réseaux sociaux, Instagram pour les rétros, TikTok, X et un petit peu Facebook aussi. On est très actifs sur X, n'hésitez pas à nous suivre. On vous fait des gros bisous, on vous souhaite une très bonne quinzaine et on croise les doigts pour plein de victoires. On vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Salut les gars.